La lame a brillé. 14 heures, dans un TJV, un caïd menaçait un homme d'une 60aine d'années. « Eh, c'est ma place, dégage !» Un tatouage de dragon sur le cou, une cicatrice sur le dos de la main et un cutter. Les passagers retenaient leur souffle, personne n'osait intervenir. C'est à ce moment-là que, depuis le siège d'Isept, une femme s'est levée. « Qu'est-ce que vous faites ?» Une apparence tout à fait ordinaire, mais son regard était différent. Le caïd ne le savait pas. Il ne savait pas à qui il venait de se frotter. La capitaine Chloé Durand, du Djinn, fille cadette du général de division, commandant la gendarmerie d'Île-de-France. L'homme qu'elle avait fait arrêter 3 ans plus tôt, un membre du clan du Vieux-Port. Aujourd'hui, leur retrouvaille fatidique avait commencé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, absolument bouleversante. Un événement incroyable qui s'est déroulé dans un train, l'identité cachée d'une femme ordinaire et le début d'une vengeance qui couvait depuis 3 ans. Que va-t-il se passer? N'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Nous commençons tout de suite. Le 6 mai 2024, un samedi, la gare de Lyon à Paris était noire de monde en ce long week-end de printemps. Devant le TGV de 14 heures à destination de Marseille, une petite file de personnes attendait. Même dans la salle d'attente climatisée à plein régime, l'air était étouffant à cause de la foule. L'architecture de cette gare, datant de la fin du 6 siècle, portait toujours en elle les espoirs et les peines de ceux qui partaient loin de chez eux, espérant un jour revenir. Les voyageurs du TG Inouï 6115 à destination de Marseille-Saint-Charles sont invités à monter à bord. Lorsque l'annonce familière retentit, une femme se leva lentement. Chloé Durand, 35 ans, environ 1m65, une silhouette normale, mais des épaules et un dos qui semblaient très solides. Ses cheveux étaient coupés courts, son visage sans maquillage et ses yeux perçants laissaient une forte impression. Même vêtue d'un simple t-shirt noir et d'un jean, elle dégageait une aura extraordinaire. Chloé ne portait qu'un petit sac à dos militaire et se dirigea vers le train. C'était sa première permission officielle en 3 ans. La capitaine Chloé Durand appartenait au Djinn. Son père était le général de division Philippe Martin, le commandant actuel de la région de gendarmerie d'Île-de-France. Ayant grandi avec les récits de son père, qui avait servi dans des opérations extérieures en Afrique dans les années 90, Chloé avait naturellement choisi la carrière militaire. Elle avait surmonté les entraînements les plus rudes des forces spéciales, que même les hommes les plus aguerris redoutaient, et son talent avait été reconnu. « Votre billet, s'il vous plaît. » Entendant la voix amicale du chef de bord, un homme d'une 50aine d'années, Chloé lui présenta son téléphone pour montrer son e-billet, siège 17, côté fenêtre. Cette ligne avait une signification particulière pour elle. C'était le trajet qu'elle faisait toujours avec sa mère enfant pour aller voir sa grand-mère. Chloé s'assit silencieusement et regarda par la fenêtre. Les grands immeubles de Paris défilaient sous ses yeux. Le paysage, lorsque le train traversa la Seine, lui serra encore le cœur. C'était le paysage que sa mère, de son vivant, avait contemplé avec elle. « Maman, je reviens te voir. Cette année non plus, je n'ai pas oublié. » pensa Chloé. Elle était en route pour se recueillir sur la tombe de sa mère au cimetière Saint-Pierre, à Marseille. 5 ans plus tôt, sa mère était décédée d'un cancer du sein, et le manque la poussait à visiter sa tombe chaque année à la date anniversaire de sa mort. C'était sa seule activité personnelle. Malgré ses missions et ses entraînements intensifs, elle réservait toujours ce jour. Le train quitta lentement la gare. Chloé sortit ses écouteurs et les mit. Une pièce de musique classique retentit. C'était la gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie.
une mélodie que sa mère adorait. Sa mère avait été étudiante au Conservatoire de Paris dans les années 80 et lui parlait toujours de la beauté de la musique, dont le siège était plutôt confortable. Un TGV moderne mit son service dans les années 2000. L'espace entre les sièges était large et on pouvait s'incliner. Chloé ferma doucement les yeux. C'était son premier moment de paix après une longue période de tension. Dans le wagon, il y avait des passagers de tous âges. Au siège 15, devant elle, un homme d'environ 60 ans était assis seul. Il serrait un vieux sac contre lui. Il rentrait probablement chez lui. Au milieu, un jeune couple d'une vingtaine d'années discutait tendrement. Derrière, quelques jeunes, probablement des étudiants, jouaient sur leur téléphone en rigolant. Bercée par l'air frais de la climatisation, Chloé s'endormit peu à peu. La fatigue de l'entraînement de marche forcée qui s'était terminé la veille la submergea. Le souvenir des doux sauts en parachute de haute altitude de sa dernière session d'entraînement lui traversa l'esprit. Un exercice consistant à sauter de 3000 mètres pour atterrir avec précision sur un point défini. L'enfance de Chloé revint dans ses rêves, les vacances d'été dans un petit appartement de Marseille dans les années 90. Le goût sucré d'une navette mangée avec sa mère en se promenant sur la plage du Prado, la basilique Notre-Dame de la Garde que son père leur avait fait visiter lors d'une permission. À cette époque, tout était si paisible. Cette fois, il faut que je me repose un peu. Maman ne voudrait pas que je me surmène. Ce fut la dernière pensée de Chloé. Le train avait déjà quitté l'Île-de-France et filait sur la LGV Sud-Est. Par la fenêtre, les derniers paysages de la banlieue parisienne défilaient. L'apparence de la périphérie avait changé depuis les années 2000. De nouvelles zones urbaines avaient surgi, mais de vieux bâtiments restaient là, comme dans un film au ralenti. L'horloge indiquait 14h30. Le voyage jusqu'à Marseille devait durer un peu plus de 3 heures. D'habitude, elle ne dormait pas et regardait le paysage, mais aujourd'hui, elle était particulièrement fatiguée. Chloé sombra dans un rêve paisible. Le train glissait sur les rails à grande vitesse. Depuis son inauguration dans les années 80, la LGV Paris-Lyon, puis vers Marseille, avait transporté les histoires d'innombrables personnes. Ceux qui quittaient leur région, ceux qui rendaient visite à leur famille, ceux qui partaient chercher une nouvelle vie. Cette voie était imprégnée de leurs émotions. Mais Chloé ne savait pas encore, elle ne savait pas la situation inattendue qui allait survenir, que son voyage ordinaire allait se transformer en une expérience extraordinaire. Et c'est ma place, dégage. Une voix rauque brisa le silence du wagon. Chloé dormait profondément depuis environ 30 minutes. Le train filait tranquillement sur la ligne à grande vitesse. Un homme costaud se tenait devant le vieil homme de 60 ans assis au siège 15. Il devait mesurer 1m80. Un tatouage de dragon était visible sur son cou. Le dos de sa main portait de nombreuses cicatrices et une balafre profonde marquait son sourcil gauche, l'archétype du caïd de cité. Et, monsieur, c'est le siège pour lequel j'ai acheté un billet, dit monsieur Dubois d'une voix tremblante. Monsieur Dubois, 68 ans, tenait une petite épicerie dans le quartier du Panier à Marseille. Aujourd'hui, il revenait de Paris après avoir rendu visite à sa fille. Sa fille venait d'accoucher de son deuxième enfant, mais son gendre avait dû partir soudainement en déplacement professionnel, alors il était monté en urgence pour l'aider. Un billet, cette place, elle a toujours été à moi. Tu sais pas qui je suis moi, c'est Nico le taureau. Nico, le taureau, était un homme de main du clan du Vieux-Port, un gang bien connu à Marseille. Âgé de 42 ans, c'était un voyou chevronné qui opérait pour le clan depuis plus de 10 ans. Il venait de sortir de prison après une affaire de racket 3 ans plus tôt. Aujourd'hui, il venait de régler une affaire urgente à Paris et rentrait à Marseille. Nico prenait souvent cette ligne.
À chaque aller-retour entre Paris et Marseille pour les affaires du gang, il prenait le TGV et insistait toujours pour avoir le siège 15. Cette position près de la porte lui permettait de surveiller l'arrière du wagon. Mais aujourd'hui, ayant réservé tard, la place était déjà prise. Et le vieux, « Je te parle gentiment, alors, bouge. C'est moi qui m'assois là, d'habitude. » La voix de Nico devint plus agressive. Il avait un caractère qui détestait qu'on empiète sur son territoire. Surtout depuis sa sortie de prison, il était devenu encore plus susceptible. Mais j'ai payé mon billet. Monsieur Dubois tenta de protester, mais Nico le coupa. Un billet, voilà ton billet. Nico arracha le billet des mains de Monsieur Dubois et le déchira en morceaux. Les bouts de papier blanc tombèrent sur le sol. Les passagers commencèrent à chuchoter, mais personne n'osa intervenir. Chloé, malgré ses écouteurs, fut vaguement réveillée par le bruit. Cependant, elle n'ouvrit pas les yeux et décida d'abord d'évaluer la situation. L'une des leçons apprises lors de son entraînement au gym était qu'en cas de situation dangereuse, il ne fallait pas agir précipitamment, mais d'abord bien comprendre le contexte. Ça ressemble à un voyou. Le vieil homme semble en danger. Chloé analysa la situation à travers le dialogue qu'elle entendait vaguement. D'après le ton de la voix, les mots utilisés, la façon de parler, c'était le profil type d'un membre d'une bande criminelle. L'atmosphère dans le wagon se glaça soudainement. Le jeune couple se serra l'un contre l'autre en chuchotant. Les étudiants avaient arrêté de jouer. Leur visage était tendu. Une jeune mère serra son bébé contre elle. « Excusez-moi, messieurs, je vais régler ça », dit le chef de bord, un homme de 50 ans, en regardant la scène dans le reflet d'une vitre. Il travaillait sur les lignes TGV depuis 30 ans, mais c'était la première fois qu'il faisait face à une telle situation. Il ne pouvait pas intervenir directement alors que le train était en marche à pleine vitesse. « Hé, le contrôleur, contente-toi de faire ton boulot et mêle-toi pas de mes affaires », hurla Nico. Le chef de bord n'osa plus rien dire. Monsieur Dubois tremblait de peur. Son cœur battait la chamade, sa poitrine lui faisait mal. Il prenait des médicaments pour l'hypertension et ne devait pas subir de stress. « S'il vous plaît, je rentre après avoir vu ma fille malade. Elle est à l'hôpital de la Timone. Ta fille est malade? Alors faut que je t'aide à y aller plus vite. » Nico esquissa un sourire glacial et sortit quelque chose de sa poche arrière. C'était un cutter d'environ 15 cm. La lame aiguisée brilla sous le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre. Quelques halètements se firent entendre parmi les passagers. La situation devenait sérieuse. Ou alors je te plante un coup. Ça t'enverra au paradis plus rapidement. En entendant les mots de Nico, Monsieur Dubois poussa un cri. Ah! Ayant grandi dans le quartier du port de Marseille dans les années 60, il avait vu des durs à cuire, mais c'était la première fois qu'il était menacé si directement. Les autres passagers retinrent leur souffle, terrorisés. Le bébé à l'arrière se mit à pleurer dans les bras de sa mère. Chloé décida qu'elle ne pouvait plus rester inactive. En tant que militaire, elle ne pouvait pas rester les bras croisés, alors qu'un civil était en danger. Elle retira lentement ses écouteurs et ouvrit les yeux. Depuis son siège 17, elle se leva silencieusement et regarda Nico droit dans les yeux. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Chloé était très calme, mais son regard était glacial. Une aura particulière, forgée au sein de l'armée, émanait d'elle. « Hein? C'est qui? La gonzesse qui vient de parler ?» Nico se retourna. Une femme d'apparence ordinaire, assise au siège 17, le fixait, pas très grande. Elle a l'air frêle, mais elle dégage un truc, une assurance. « Mademoiselle, ne vous en mêlez pas, vous pourriez vous blesser. » Nico tenait toujours son cutter, mais dans le regard de Chloé, il sentit quelque chose de différent. Ce n'est pas comme les gens normaux. Et ce regard, c'est celui de quelqu'un de mon monde. Rangez ce cutter.
La voix de Chloé resta posée. C'était une force mentale entraînée à travers d'innombrables situations périlleuses. L'une des choses qu'elle avait apprises lors des simulations de prise d'otage était de montrer une volonté de faire sans provoquer l'adversaire. « Hein? C'est qui cette pain-bêche ?» Nico éclata d'un rire méprisant. Il avait passé 3 ans en prison, côtoyé toutes sortes de brutes. Mais c'était la première fois qu'il voyait une femme lui tenir tête avec une telle arrogance, surtout une femme d'apparence si banale. Les passagers retenaient leur souffle, observant la scène, dont le jeune couple, le petit ami, prénommé Lucas, serra fort la main de sa copine, Léa. Lucas était étudiant en 3e année et avait fait son service militaire, mais dans cette situation réelle, son corps était paralysé. « Ma petite, je suis Nico le taureau du clan du Vieux-Port. Un mot de plus et je te règle ton compte. » Nico annonça son identité pour l'intimider. À Marseille, ce nom avait une certaine réputation. Le clan du Vieux-Port était une organisation qui contrôlait le centre-ville depuis les années 2000. Nico était l'un des piliers, chargé des basses œuvres, le clan du Vieux-Port. Et alors, Chloé fit un pas en avant. Les passagers retinrent encore plus leur souffle. L'un d'eux commença à filmer discrètement avec son téléphone. C'était Théo, un étudiant. En 3e année de journalisme à Sciences Po Paris, Théo sentit instinctivement que cette situation pouvait devenir un sujet brûlant. « Tu veux vraiment mourir ?» Nico leva son cutter, mais Chloé ne broncha pas. Au contraire, elle analysa instantanément l'angle de son poignet, la position du cutter et où se trouvait son centre de gravité. C'étaient les bases des techniques de combat rapprochées enseignées au GIN. « Monsieur, asseyez-vous » dit Chloé à Monsieur Dubois. Monsieur Dubois secoua la tête effrayé. « Non, c'est trop dangereux, vous allez vous faire blesser. » Monsieur Dubois avait grandi dans le port de Marseille dans les années 70. Il avait assisté à de nombreuses bagarres de voyous et savait à quel point cette situation était périlleuse. Surtout quand une lame était sortie, n'importe qui pouvait être blessé. « Ça va aller, monsieur. » Restez assis. À cet instant, Nico ne put se contenir et explosa. « Crève !» Nico se rua sur Chloé, cutter en main, mais immédiatement après, une chose incroyable se produisit. Boum, Nico était étalé par terre. En un éclair, Chloé avait saisi son poignet, l'avait tordu, lui avait pris le cutter, puis lui avait fait un balayage qui l'avait fait tomber. Toute l'action n'avait pas duré 3 secondes. « Que quoi ?» Les passagers s'exclamèrent, stupéfaits. Théo n'avait pas manqué l'instant et l'avait filmé. Lucas aussi était bouche bée. La technique utilisée par Chloé était une combinaison de clés articulaires et de fauchage, une technique de maîtrise de base enseignée au GIN, mais pour un civil, cela ressemblait à une scène de film d'action. Et Nico, toujours au sol, ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Aïe putain, Nico se tenait le poignet en gémissant. Chloé avait appliqué une pression précise sur un point nerveux, paralysant temporairement son bras. Le cutter était maintenant dans sa main. « Debout », dit Chloé calmement. Nico se releva, le visage partagé entre la colère et l'incompréhension. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait été mis au tapis en un clin d'œil. « Merde, t'es qui toi? Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça s'arrête là. » Chloé referma le cutter et le mit dans sa poche. Nico la regarda, incrédule. « Et, rends-moi mon couteau. Allez le récupérer au commissariat. » La réponse de Chloé fit rougir Nico. Il réalisa qu'il avait été complètement neutralisé. Le chef de bord, observant la scène dans un reflet, poussa un soupir de soulagement. En 30 ans de carrière, c'était une première. Heureusement, ça s'était bien terminé. Mais Nico n'avait pas abandonné. Il tenta d'utiliser ses poings pour attaquer Chloé. Salope, Nico lança un coup de poing, mais Chloé l'esquiva facilement. Puis elle saisit le bras de Nico, le tordit dans son dos et l'immobilisa. «
arrêtez, avant de vous blesser plus sérieusement. La voix de Chloé était toujours calme mais pleine de fermeté. Nico ne pouvait plus bouger. Les passagers se mirent à applaudir, en particulier Monsieur Dubois. Il regarda Chloé, les larmes aux yeux. « Merci, mademoiselle. Vraiment, merci beaucoup. » Mais Chloé ne pouvait pas encore se détendre. Elle savait que les types comme Nico n'abandonnaient pas si facilement. « Salope, tu oses me toucher ?» Nico se releva, le visage déformé par la rage. Dès qu'il fut libéré de l'emprise de Chloé, il sortit son téléphone de sa poche arrière. Il avait roulé sa bosse dans le clan du Vieux-Port pendant 10 ans, mais c'était la première fois qu'il subissait une telle humiliation, surtout d'être maîtrisé par une femme, ce qui blessait profondément son ego. « Allô, c'est moi. Ramène-toi tout de suite à la gare Saint-Charles à Marseille. » Nico passa un appel, la voix pleine de haine. À l'autre bout du fil, c'était la voix d'un de ces hommes de main du clan. Kevin le fou. « Patron, y a un problème? Ouais, y a une pimbèche qui m'a manqué de respect. » Dans le TGFI 6115. Dès qu'on arrive à Marseille, tu lui règles son compte. Nico foudroya Chloé du regard tout en continuant son appel. Kevin le fou était le bras droit de Nico. Bien que n'ayant que 28 ans, il était connu dans le gang pour sa violence. « D'accord, patron. Je viens avec combien de gars? » « Prendre 105. Et préparer quelques battes de baseball. » Il raccrocha. Nico adressa un sourire glacial à Chloé. « Ma petite, je sais pas qui tu es, mais t'es dans la merde. Mes gars attendront à la gare Saint-Charles. Dès que tu descends du train, ta vie est finie. » Chloé ne changea pas d'expression, mais elle sentit que la situation se compliquait. À cause d'elle, des passagers innocents pouvaient être en danger. L'une des règles du GIN était de toujours prioriser la sécurité des civils. Alors, n'ayez affaire qu'à moi, ne touchez pas aux autres passagers. Juste toi, tu me fais rire. Pas seulement toi, mais tous ceux qui t'ont aidé, je les retrouverai et je m'en occuperai. Nico balaya les passagers du regard avec un sourire cruel, ses yeux s'arrêtant sur Monsieur Dubois. « J'ai bien mémorisé toutes vos têtes, surtout la tienne. » Nico pointa du doigt l'étudiant, Théo, et hurla. « Et le merdeux qui filme, efface-moi ça tout de suite. » Théo, tremblant, sortit son téléphone et commença à supprimer la vidéo. Même en tant qu'étudiant en journalisme, face à un danger réel, il ne pouvait rien faire d'autre. « Vite, s'il en reste une seule, je te bute. » Je l'ai effacée. Théo, terrifié, montra son écran à Nico, mais en réalité, il avait configuré une sauvegarde automatique sur le cloud. Nico, un voyou de la génération des années 80, ne connaissait rien à ces technologies. On ne peut pas laisser les choses continuer comme ça, les gens sont en danger. Chloé sombra dans ses pensées. Peut-être était-il temps de révéler son identité, mais à ce moment précis, un problème plus grave surgit. Nico recommença à téléphoner, cette fois à un autre numéro. « Allô, patron, c'est moi. » À l'autre bout du fil, c'était la voix du parrain du clan du Vieux-Port, Antoine Le Loup. Antoine Le Loup, la cinquantaine, était un gangster chevronné qui contrôlait le centre de Marseille depuis les années 2000. « Nico, qu'est-ce qui se passe? »« Ouais, y a une gonzesse dans le TGV, mais patron, est-ce que vous cherchez pas quelqu'un en lien avec le GIN ?» Le visage de Chloé se crispa légèrement. Elle sentit un mauvais présage dans les paroles de Nico. « Ah, cette fille, Chloé Durand. Ouais, je me disais, si cette pimbèche c'était pas elle, la fille du général Philippe Martin. » Nico regarda Chloé et laissa échapper un sourire sinistre. À l'autre bout du fil, la voix d'Antoine Le Loup devint excitée. « Quoi? C'est vrai? Alors là, ça va devenir intéressant. »« Qu'est-ce que je fais, patron? D'abord, assure-toi que c'est bien elle. Si c'est le cas, tu la laisses surtout pas s'échapper. Ça fait 3 ans que je cherche cette salope. »
calmer. Chloé réalisa que la situation devenait extrêmement grave. Le souvenir d'il y a 3 ans lui revint en mémoire. Un incident dont elle avait été témoin par hasard lors d'un entraînement à Marseille. Été 2021, Chloé participait à un entraînement de combat urbain dans les quartiers nord de Marseille. En rentrant à sa base après l'exercice, elle avait été témoin d'une agression dans une ruelle. Des membres du clan du Vieux-Port passaient à tabac un vendeur de rue de 70 ans. Comme ça, tu comprendras ce qui arrive quand on ne paie pas la protection. L'un des agresseurs présents sur les lieux était le jeune frère d'Antoine, le loup, Julien, le louveteau. Chloé n'avait pas hésité à alerter la police et en conséquence, Julien et 2 de ses complices avaient été condamnés à de la prison ferme. Par la suite, Julien avait été gravement blessé lors d'une bagarre avec d'autres détenus en prison et en gardait encore des séquelles. Depuis, Antoine, le loup, était à la recherche de Chloé. Il avait juré de retrouver celle qui avait causé la chute de son frère pour se venger. Chloé Durand, c'est bien ça? En entendant la question de Nico, Chloé décida qu'elle ne pouvait plus se cacher. Comment le savez-vous? Notre patron vous cherche depuis l'affaire d'il y a 3 ans. Vous vous souvenez? Le souvenir de ce jour refit surface, vivace, dans l'esprit de Chloé. L'image du vieil homme effondré dans une mare de sang et celle des voyous riant en lui donnant des coups de pied. À cause de toi, 3 de nos frères sont allés en tôle. L'un d'eux, c'est le petit frère du patron. Nico observa la réaction de Chloé et en fut certain. C'est bien ça, la militaire de ce jour-là, c'était toi. Les passagers, sentant la tension monter, se firent encore plus silencieux. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une simple altercation. Chloé resta silencieuse. Son action d'il y a 3 ans avait mené à la situation d'aujourd'hui, mais elle ne regrettait rien. Elle était convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi tu te retrouves dans ce train aujourd'hui? C'est le destin, ou quoi? Nico tremblait d'excitation. L'ennemi qu'il cherchait depuis 3 ans apparaissait ainsi, par hasard. C'était étrange, comme si le ciel lui offrait une chance de se venger. Tu sais à quel point mon patron t'a cherché? Pendant 3 ans, il a retourné toute la ville pour te trouver. Nico regarda Chloé et continua. Antoine le loup avait complètement changé après que son frère Julien ait été blessé en prison. Avant, il gardait encore certaines limites dans la gestion de son gang, mais après l'incident de son frère, il était devenu beaucoup plus brutal. Capitaine du GIN Chloé Durand, fille du général de division Philippe Martin, c'est bien ça? Chloé ne pouvait plus le nier. Son identité était complètement révélée. Et alors? En arrivant à Marseille, mon patron viendra t'accueillir en personne. Bien sûr, ton père sera aussi invité à la fête. Le visage de Chloé changea. Elle-même, peu importe, mais elle ne pouvait pas laisser son père être mis en danger. Le général Philippe Martin était un officier supérieur, responsable de missions importantes. La personne que je veux, c'est vous. Ne touchez pas à mon père. Ça, c'est nous qui décidons. Nico se remit à téléphoner, semblant cette fois vouloir faire un rapport direct à Antoine, le loup. Patron, c'est sûr. C'est bien elle, Chloé Durand. À l'autre bout du fil, la voix d'Antoine, le loup, devint encore plus excitée. Parfait, ne la laisse surtout pas filer, et fais enquêter sur ce vieux Philippe Martin. Vois où il se trouve. Oui, patron. Chloé sentit un danger imminent. Elle savait que le clan du Vieux-Port ciblait aussi son père. Elle devait empêcher cela à tout prix. À cet instant, Nico passa un autre appel. « Et, trouve-moi où se trouve ce Philippe Martin. »« Ok, patron. Je cherche ça tout de suite. » Le clan du Vieux-Port était mieux organisé qu'elle ne le pensait. Il disposait d'un réseau de relations et d'informations bâti depuis les années 2000. Surtout à Marseille, leur influence était considérable. En entendant le rapport de son homme de main au téléphone, Nico parut satisfait. Paris 1, là-bas, c'est plus difficile pour nous d'agir.
mais on a déjà localisé son domicile. Un appartement dans le 7e arrondissement. Le visage de Chloé se tendit encore plus. Non seulement son père, mais toute sa famille pouvait être en danger. Bien. D'abord, on s'occupe de Chloé Durand. On verra pour le vieux après. Nico regarda Chloé avec un sourire victorieux. Mademoiselle Durand, où comptez-vous aller maintenant? À Marseille, mes hommes vous attendront. Et à Paris, il y a votre père. Chloé sombra dans ses pensées. Elle devait décider quelle était la meilleure option dans cette situation. Elle se remémora les procédures de gestion de crise apprises au GIN, mais n'avait jamais anticipé une situation aussi complexe. Devrais-je contacter mon père, mais cela pourrait envenimer les choses. Chloé tripota son téléphone. Si elle informait son père de la situation, toute une unité du GIN pourrait être mobilisée, mais cela risquerait de provoquer un conflit encore plus grand. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Les mots de Nico mêlaient menaces et moqueries. La tension montait parmi les passagers. Monsieur Dubois sentit sa poitrine se serrer, il avait du mal à respirer. Il souffrait d'hypertension et ne devait pas stresser, mais la situation était trop grave. « Monsieur, ça va ?» demanda Léa. La jeune femme du couple, inquiète. Monsieur Dubois secoua la tête, la main sur le cœur. « Non, ça va pas, juste une oppression. » « Prenez vos médicaments. » Léa sortit une bouteille d'eau de son sac et la lui tendit. Monsieur Dubois la remercia et prit son cachet pour l'hypertension. Nico compta bien profiter de cette situation pour prendre l'avantage. « Vous voyez, mademoiselle Durand, à cause de vous, des innocents souffrent. Ce vieil homme est malade. C'est vous qui avez provoqué ça? Non, c'est parce qu'il y a 3 ans, vous avez nui à notre clan. Si vous étiez restée silencieuse à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé aujourd'hui. » La logique de Nico était absurde, mais il continuait d'exercer une pression psychologique sur Chloé. « Vous savez ce qu'il est advenu du petit frère de mon patron? En prison, les autres détenus l'ont tabassé et il a perdu un œil, sa jambe est bousillée aussi. » En entendant ces mots, Chloé se sentit partagée. Le fait que sa dénonciation ait blessé quelqu'un la troublait, mais en même temps, elle se souvenait qu'ils avaient eux-mêmes agressé un vieil homme innocent. « Je ne regrette toujours pas. Je ne pouvais pas voir une injustice et ne rien faire. Pas de regret, hein? Eh bien aujourd'hui, je vais vous en donner. » Nico se remit à téléphoner. « Patron, au lieu d'attendre la gare Saint-Charles, y a pas un endroit où on peut descendre avant, comme une gare intermédiaire. » Chloé devina le plan de Nico. Il comptait la kidnapper en cours de route plutôt que d'attendre Marseille. « Descends à la gare d'Avignon TGV. » Nico raccrocha et dit « La gare d'Avignon TGV est une grande gare entre Paris et Marseille. C'est un endroit pratique pour que les membres du clan de Marseille viennent me récupérer. Mes hommes attendront là-bas. La partie est terminée. » Chloé regarda sa montre. Il était plus de 16 heures. Il faudrait près d'1 heure pour arriver à Avignon. Pendant ce temps, elle devait trouver une solution. « Devrais-je appeler mon père ?» Chloé hésitait, mais Nico la surveillait constamment. Il était donc difficile de téléphoner. Et surtout, elle ne voulait pas dépendre de son père pour ce problème. Elle voulait le résoudre elle-même. À ce moment, Monsieur Dubois se plia soudain en deux, gémissant. « Aïe, j'ai mal. »« Monsieur !» Léa, affolée, soutint Monsieur Dubois. Son visage était blême. Sa crise d'hypertension, aggravée par un stress intense, semblait avoir provoqué un malaise. « Il faut l'emmener à l'hôpital, » dit Lucas, mais un TG ne peut pas s'arrêter facilement. Chef de bord, c'est une urgence. Léa courut vers l'avant pour parler au personnel. Le chef de bord, paniqué, réagit immédiatement. Dans environ 15 minutes, nous serons à la gare d'Avignon TGV. J'appellerai les secours pour qu'ils soient là. Chloé s'approcha de Monsieur Dubois. Elle avait reçu une formation de secourisme au GIN et connaissait les gestes de base. « Monsieur, respirez profondément, regardez-moi. » Chloé prit le poignet de Monsieur Dubois pour vérifier son pouls. Il était rapide,
et irrégulier. Vous avez pris vos médicaments? Oui, tout à l'heure, mais je pense que c'est le stress. Calmez-vous, respirez régulièrement. Nico était mécontent de la situation. Son plan risquait d'être compromis. Hé, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas du cinéma, j'espère. Il souffre et vous dites que c'est du cinéma, cria Léa, en colère. D'habitude, elle était calme, mais dans cette situation, elle ne pouvait plus se contenir. Il a vraiment très mal. Chloé foudroya aussi Nico du regard. Il est vraiment malade. Et alors, j'ai mes propres affaires à régler. Les paroles de Nico rendirent l'atmosphère encore plus tendue. Les passagers étaient dégoûtés par son inhumanité. À cet instant, le téléphone de Chloé sonna. C'était son père. Chloé hésita un instant, mais ne répondit pas. Parler à son père dans cette situation pouvait être très dangereux. Et Nico vit le téléphone de Chloé et sourit. « C'est ton père qui appelle, hein ?» répond. « Je te donne une chance de lui faire tes derniers adieux. »« Pas besoin, » dit Chloé sèchement. Mais au fond d'elle, elle commençait à s'inquiéter pour son père. Et si le clan du Vieux-Port s'en était déjà pris à lui? Le téléphone sonna de nouveau. C'était encore son père. Après un moment d'hésitation, Chloé décida de répondre. « Papa, Chloé, où es-tu » La voix du général Martin semblait anormalement tendue. « Je suis dans le TGV pour Marseille. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Tu n'as rencontré personne d'étrange. Tu as entendu parler d'un gang appelé le clan du Vieux-Port ?» Chloé fut stupéfaite. Il semblait que son père était déjà au courant. « Papa, comment le sais-tu ? La DGSI vient de me contacter. Ils ont reçu des informations selon lesquelles le clan du Vieux-Port cible notre famille. » Chloé réalisa la gravité de la situation. L'implication de la DGSI signifiait que ce n'était pas une simple affaire de vengeance personnelle. « Papa, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Descends du train immédiatement et mets-toi en sécurité. Je vais envoyer quelqu'un te chercher. » Nico écoutait la conversation de Chloé. Il sentait que la situation tournait en sa défaveur. « Raccroche !» hurla Nico à Chloé. Mais elle l'ignora. « Papa, je vais m'en occuper moi-même. Ne mobilise pas l'unité. »« Quoi ? Chloé, qu'est-ce que tu racontes ? Ce problème, c'est moi qui l'ai causé. Je le réglerai moi-même. » Chloé raccrocha. Nico la regarda, incrédule. « Quoi ? Tu n'as pas besoin de l'aide de ton père. T'es folle, ou quoi ? Ce problème, depuis le début, c'est le mien. Je ne veux pas y mêler mon père ou l'unité. » Les paroles de Chloé surprirent les passagers. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle refusait une aide si puissante, mais Chloé avait une conviction profonde. L'acte qu'elle avait posé 3 ans plus tôt n'était pas celui de la militaire Chloé Durand, mais celui de la citoyenne Chloé Durand. Par conséquent, elle pensait qu'elle devait assumer seule les conséquences. Si maman était là, que dirait-elle ? Chloé pensa à sa mère défunte. Sa mère, Isabelle, lui avait toujours appris à faire ce qui est juste, mais aussi à assumer la responsabilité de ses actes. Faire le bien pour corriger une erreur est courageux, mais rejeter les conséquences sur les autres est lâche. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. À cet instant, Chloé prit sa décision. Elle allait régler cette situation elle-même. Elle décida de ne plus subir passivement, mais de prendre les choses en main. « D'accord, je viendrai avec vous, » dit Chloé calmement. Les passagers la regardèrent, surpris. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle refusait l'aide de son père pour affronter seule une situation dangereuse. Mais, à une condition. « Vous ne toucherez absolument pas aux passagers de ce train, ni à mon père. » Une condition. Tu te crois en position de poser des conditions. Nico éclata d'un rire méprisant, mais il sentit que le regard de Chloé changeait. Une aura différente commençait à se dégager. « Monsieur Nico, il semble que vous ne sachiez pas encore très bien qui je suis. » Chloé se leva lentement. Chaque mouvement dégageait une menace totalement différente de celle d'avant, comme un fauve visant sa proie. « Je suis la capitaine Chloé Durand, du GIN. »
tireur d'élite, spécialiste en contre-terrorisme. Les passagers commencèrent à chuchoter en entendant le mot « djinn ». Tout le monde se tendit, surtout Luca, qui avait fait son service militaire. Il savait très bien ce que représentait le djinn. Et alors, être militaire, ça te rend meilleur? Nico essayait de garder une façade dure, mais sa voix tremblait légèrement. Ce à quoi vous avez fait face jusqu'à présent, ce n'était que 30% de mes capacités, dit Chloé calmement en changeant de posture. C'était la garde des arts martiaux du djinn, la position des pieds, la répartition du poids, l'angle des mains, tout était parfait. Je vous donne une dernière chance. En descendant à la gare, n'emmenez que moi. Ne touchez pas aux autres. T'as toujours pas compris, toi. Nico se jeta à nouveau sur elle, mais cette fois, la situation était complètement différente. Chloé esquiva son coup de poing et lui porta un coup précis au plexus solaire. Nico, le souffle coupé, s'effondra. Alors qu'il tentait de se relever, Chloé appuya sur un point de pression sur son épaule. « Ah !» Nico hurla de douleur. La technique utilisée par Chloé était une technique de pression sur les points vitaux enseignée au djinn. En appliquant la bonne pression sur les nerfs, elle pouvait neutraliser un adversaire. « Rends-toi, va te faire foutre !» Nico était fou de rage, mais il ne pouvait plus bouger, complètement maîtrisé par la technique de Chloé. À cet instant, le téléphone de Chloé sonna de nouveau. C'était son père, le général Martin. « Chloé, ça va? »« Oui, papa, la situation est maîtrisée. »« Dieu merci. Mais Chloé, il y a quelque chose que tu dois savoir. Nous avons des informations selon lesquelles le clan du Vieux-Port est à tes trousses. Ils savent que tu es dans ce TGV. » Chloé réalisa que tout cela n'était pas une coïncidence. Comment savent-ils que je suis dans ce train? C'est là le problème. Cela signifie que quelqu'un a eu accès à ton emploi du temps. Chloé sentit un frisson la parcourir. Cela signifiait que tous ses mouvements avaient été surveillés. Maintenant, des hommes de l'unité t'attendent à la gare d'Avignon TGV. Tiens bon encore un peu. Mais Chloé avait une autre idée en tête. Si elle résolvait ce problème par la force, cela pourrait entraîner une vengeance encore plus grande. Le clan du Vieux-Port n'était pas un simple gang de rue, mais une organisation criminelle structurée. « Papa, attends une minute. » Chloé regarda Nico et dit « Monsieur Nico, maintenant, parlons franchement de l'affaire d'il y a 3 ans. »« Que quoi? Le vieil homme que vous avez agressé, savez-vous qui il était ?» Nico parut confus. Juste un vieux vendeur ambulant qui voulait pas payer la protection. Non, c'était Monsieur Bernard, un ancien combattant d'Afrique du Nord, un homme qui a vécu toute sa vie honnêtement. La voix de Chloé tremblait. Savez-vous pourquoi il ne payait pas la protection? Parce que son petit-fils avait une leucémie. Les frais d'hôpital étaient énormes. Le visage de Nico se figea. Un homme comme ça, vous l'avez tabassé à 3 contre 1, 3 côtes cassées, une commotion cérébrale. Chloé continua. J'ai vu la scène. Je l'ai vu vous supplier de l'épargner, en ne parlant que des frais médicaux de son petit-fils. Les passagers écoutaient retenant leur souffle. Monsieur Dubois avait les larmes aux yeux. Il se sentait encore plus touché par ce qui était arrivé à un homme de son âge. Parce que je pensais que ce que vous faisiez était mal. Nico n'avait plus rien à dire. Et les paroles de Chloé étaient la vérité. Le fait que Julien ait été blessé en prison était regrettable, mais c'était aussi la conséquence de leurs actes. Chloé regarda Nico droit dans les yeux et dit « Maintenant, choisissez, continuez cette spirale de la vengeance ou y mettre un terme ici. » Nico était troublé. Jusqu'à présent, il s'était toujours considéré comme une victime, mais en écoutant Chloé, la situation était différente. À cet instant, le train arriva à la gare d'Avignon TGV. Et dehors, des gendarmes du djinn et des policiers attendaient déjà. Au même moment, les membres du clan du Vieux-Port étaient également arrivés, mais le rapport de force était trop inégal. Chloé dit une dernière chose à Nico. «
Monsieur Nico, le vrai courage, ce n'est pas de s'en prendre aux faibles, mais de reconnaître ses erreurs et de les réparer. 30 minutes plus tard, la gare d'Avignon TGV avait une atmosphère complètement différente. Les gendarmes et les policiers avaient sécurisé les lieux. Les membres du clan du Vieux-Port furent arrêtés sans résistance. Face à une force si écrasante, ils n'osèrent pas bouger. En descendant du train, Nico fut menotté et emmené. Chloé Durand, ce n'est pas fini. Mon patron, il te lâchera pas. Nico tenta une dernière menace, mais Chloé l'ignora. À la place, elle s'inclina devant les passagers du train. Je suis désolée pour tout le monde. À cause de moi, vous avez eu peur. Ah, pas du tout, ma petite. C'est grâce à vous que nous sommes en sécurité, dit Monsieur Dubois ému. Après avoir reçu les premiers soins, il allait beaucoup mieux. Vraiment, merci. Sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Les autres passagers applaudirent également. Théo, l'étudiant qui avait filmé, s'approcha. Madame, je peux vous interviewer un petit peu? Cette vidéo va faire un carton. Chloé secoua la tête. Un militaire ne fait pas son travail pour devenir célèbre. Théo fut un peu déçu mais respecta la décision de Chloé. Il décida plutôt de publier la vidéo sauvegardée sur le cloud de manière anonyme plus tard. Le général Philippe Martin attendait Chloé à la gare. Bien joué, ma fille. Papa, je voulais aller me recueillir sur la tombe de maman. Allons-y ensemble. Ta mère serait très fière. Le général Martin posa la main sur l'épaule de sa fille et dit « Il était très fier que sa fille ait résolu le problème par elle-même. » Et le clan du Vieux-Port, que va-t-il leur arriver? Avec cette affaire, les membres clés ont tous été arrêtés. Leur organisation va subir un coup dur. Père et fille partirent ensemble pour Marseille, cette fois dans une voiture de service. Chloé regarda par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Maman, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas ?» Ils arrivèrent au cimetière Saint-Pierre à Marseille à 18h. Le crépuscule tombait derrière les collines. Chloé s'agenouilla devant la tombe de sa mère et dit « Maman, aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai protégé les plus faibles. » Une légère brise passa, comme si sa mère lui répondait. Le général Martin se recueillit également devant la tombe de sa femme. « Isabelle, notre fille a bien grandi, exactement comme tu l'as éduquée. » Ce soir-là, père et fille dînèrent en silence dans un restaurant de Marseille. C'était une vieille institution du Vieux-Port datant des années 50, où, du vivant de sa mère, toute la famille venait souvent. « Papa, si je quittais l'armée, qu'en penserais-tu » La question soudaine de Chloé surprit le général Martin. « Pourquoi penses-tu à ça tout d'un coup ? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai réfléchi à ce que je veux vraiment faire. » Chloé dit cela en mangeant une bouchée de bouillabaisse. Être militaire, c'est important, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire en tant que simple citoyenne. Le général Martin réfléchit un instant puis dit « Si c'est la voie que tu choisis, je te soutiendrai, tant que tu ne le regrettes pas. Merci, papa. » 3 mois plus tard, Chloé fut décorée pour son acte de bravoure, et on lui confia la mission de développer un nouveau programme pour les femmes officiers du djinn. Au lieu de démissionner, elle décida de servir d'une manière plus significative. La raison d'être d'un militaire est de protéger le peuple. Le grade ou le sexe n'a pas d'importance, dit Chloé à ses jeunes collègues féminines. C'était la vérité qu'elle avait apprise dans ce TGV ce jour-là. Pendant ce temps, le clan du Vieux-Port fut complètement démantelé. Nico, le taureau, fut condamné à 5 ans de prison pour extorsion avec armes, et le parrain, Antoine le Loup, écopa d'une lourde peine pour direction d'une bande organisée. La vidéo de Théo fit le buzz sur les réseaux sociaux, et beaucoup louèrent le courage de Chloé. Mais il y eut une chose encore plus étonnante. Monsieur Bernard, l'homme agressé 3 ans plus tôt, retrouva Chloé. « Grâce à vous, mon petit-fils a pu être soigné. Vraiment, merci beaucoup.
Monsieur Bernard remercia en larmes. Son petit-fils, Léo, avait vaincu sa leucémie et grandissait en bonne santé. Tant mieux, monsieur, que le petit Léo soit en bonne santé, c'est le principal. Si vous n'aviez pas prévenu la police à l'époque, je ne sais pas ce que ma famille serait devenue. C'est à ce moment que Chloé comprit vraiment le sens de son acte. Ce n'était pas simplement dénoncer un crime, mais sauver toute une famille. 1 an plus tard, Chloé quitta le Jain pour travailler dans une entreprise de sécurité privée. Son travail consistait à assurer la sécurité des civils. Bien qu'elle ait troqué l'uniforme militaire pour un tailleur de bureau, sa conviction de protéger les gens n'avait pas changé. Un jour, Chloé reprit le TGV pour Marseille. Elle retournait voir la tombe de sa mère. Cette fois, elle n'était pas assise au siège 17, mais au 15. Le siège où Monsieur Dubois était assis 1 an plus tôt. Ça fait déjà 1 an, pensa Chloé en regardant par la fenêtre. Les événements de ce jour-là avaient complètement changé sa vie. L'atmosphère dans le train était paisible. Les passagers se dirigeaient vers leur propre destination. Chloé mit ses écouteurs et écouta la musique que sa mère aimait. L'histoire qui avait commencé dans ce TG, ce jour-là était devenue un nouveau départ pour une femme soldat. Comme sa mère le lui avait appris, elle croyait que le vrai courage, c'est quand l'effort protège les faibles, et Chloé avançait sur son propre chemin. Chloé continuait de suivre sa voie en silence. Le monde comptait encore beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide et elle continuait son travail de protection. Même si elle était passée de militaire à civile, sa conviction de protéger les êtres humains ne changerait jamais. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Votre temps précieux est une grande source de motivation pour moi. À bientôt pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ouais.